Ça marche mieux? Ok. Ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis d'accord. Ok, voilà, on est là, on est de retour, on est de retour. On est de retour, j'espère que cette fois vous m'entendez, que tout est fluide. A priori c'est bon, regardez, là je fais des gestes, qu'est-ce qui se passe? On me voit, et tout est beau, et la vie est belle. Et ça c'est important. Re les apos, re les sociaux, re les apolitiques sociologues, re les sociologues apolitiques. Parfait. Ok, on est là, on est entre sociologues, comme Orelsan, c'est Macron qui l'a dit. Euh, alors, ok, alors attendez. Là maintenant, il faut que je me mette dans le bain, parce que du coup, on a pris un petit peu de retard. Mais c'est pas grave, tant que vous êtes là, la vie est belle. Alors, donc ce soir, on va parler de plein de choses, et notamment de capitalisme. Attendez, je vous ai préparé un petit édito. Hop, parce qu'on a... Écoutez, en fait, on a un invité ce soir. Donc, si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Ici, c'est discussion, vulgarisation, politique, sciences sociales et blagues de qualité. Voilà, blagues de qualité. Et demain soir, je stream à nouveau. On va parler d'inégalité. Euh, et du coup, si vous êtes là demain soir, eh ben, vous aurez le droit à une super blague. Parce que j'ai une très bonne blague là que j'ai trouvée récemment. Et du coup, je l'ai notée sur mon téléphone où j'ai un petit fichier qui s'appelle répertoire de blagues. Donc, je vous la ferai demain. Voilà. Donc, franchement, quel meilleur argument. Ok, alors on est parti. Je vous fais mon petit édito. Je me suis fait plaisir. Oui, mais si tu es sociologue, ça marche. En fait, tu as ta place dans l'espace médiatique. Knack. Knack. Voilà. Donc c'est très bien. Alors, on est parti, on est parti. Où est mon édito? Il est là, voilà. Dans la ville de Gotham, la délinquance et le crime organisé font le quotidien des habitants. Face à cette menace permanente, un homme lutte sans répit contre les fléaux de l'humanité. Il n'est pas justicier mais sociologue. Peut-être allez-vous mourir à cause du capitalisme, mais grâce à lui, vous saurez comment celui-ci fonctionne. Cet homme, c'est Denis Colombi, et en exclusivité, il a accepté de nous parler ce soir. Où est-on? Il est là. Et bonsoir Denis.
Bonsoir, Hop, Denis, merci pour la présentation. ah bah, avec plaisir. Tu sais que j'avais pas d'édito depuis, enfin, là, et en fait, ça m'est venu d'un coup, et je me suis dit que c'est là qu'il y avait un truc à faire avec Batman, évidemment, et avec le journalisme de terrain. Denis, merci d'être présent. Denis, comment vas-tu? Merci à toi. Ouais, ça va, hein. Bon, ça va. La sobriété de cette réponse me convient parfaitement. Euh, Alors, Denis, merci d'être parmi nous. Depuis le temps qu'on essaye de s'attraper, on a enfin réussi. Ça a été un peu compliqué de trouver un moment, mais on y est arrivé. Ouais, mais on a réussi. Dans le chat, il y a une première déception de Guru Knack qui pensait que tu ressemblerais à Robert Pattinson. Mais bon, moi j'ai envie de Ben, dire que je suis beaucoup plus beau que Robert Pattinson, mais déjà, oui, et je pense que c'est difficilement contestable. Et en plus, moi je dirais plutôt que c'est Robert Pattinson qui ne te ressemble pas. voilà. J'ai l'impression. J'ai en tout cas l'impression que c'est. De toute façon, je vois pas le rapport. On parlait de Batman, là on saute à Robert Pattinson. Je vois pas le rapport entre les deux. Il joue Bruce Wayne. Ah oui, Personnage complètement différent. en plus, effectivement, Robert Pattinson joue Bruce Wayne. Or, il n'a jamais été fait mention de Bruce Wayne ici. Alors, je suis désolé s'il y a eu quiproquo, bien entendu, mais voilà. Et, ok, alors, la première déception passée, on a une surprise de Bruce Bros qui ne s'attendait pas à cet accent. Mais c'est ça, finalement, la construction d'un ethos hein, sur les réseaux numériques peut amener à à des surprises. Voilà. Euh, alors, Denis, on est là pour parler de ton dernier ouvrage que j'ai mis ici en présentation, mais en fait c'est bête parce qu'on ne voit pas, donc je vais plutôt le prendre ici. Voilà. Ton ouvrage, c'est Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous? Petit zoom. Ah, je veux couper ce son, Ouais. c'est insupportable. J'ai un petit son là à chaque follow. Merci pour vos follow, merci pour votre soutien. Ça me fait plaisir. Euh, alors, ce livre, il est sorti en janvier. Toi, tu es Mm. sinon sociologue, au moins docteur en sociologie. Oui, Jusque-là, on est bon. Tu es prof de SES en lycée. aussi, oui. Et jusque-là, tu avais publié Où va l'argent des pauvres Tout à fait. J'ai le même éditeur. chez le même éditeur, Payot. Ok, jusque-là, on est bon. Pour l'instant, mon récital est bon. D'ailleurs, dans le chat, si jamais vous voulez vous procurer le livre, vous tapez point d'exclamation Colombie dans le chat et ça vous amène sur un lien sur la page de l'éditeur. C'est assez bien foutu, on va pas se mentir. Donc profitez-en autant que possible. Point d'exclamation Colombie pour soutenir autant l'éditeur que Denis. Donc ce soir, et si vous voulez me soutenir moi pour mon travail fabuleux, vous pouvez taper point d'exclamation Utip et me payer un café. Ou un jus d'orange, je ne bois pas de café. Euh, Ce sera évidemment apprécié comme il se doit. Je boirai à votre santé. Alors, Denis, on a un bon petit programme là, parce que moi ce livre je l'ai beaucoup aimé, j'en reparlerai après. J'ai appris plein de choses, on va en parler tout le long. Là, ce que je propose à tout le monde ce soir, je propose, mais j'impose aussi, parce que finalement, même si ça ne vous convient pas, le programme est déjà fait. Euh, D'abord, on va parler du capitalisme en tant que tel, pour essayer de mettre un petit coup de projecteur dessus, parce que c'est ce que tu fais pendant un chapitre et demi, voire deux chapitres. Donc on va parler de ça. Ensuite, on parlera capitalisme et société, construction sociale, etc. Et après, on parlera capitalisme, État, limite. Alors, on va un peu se poser des questions sur tout ça. Euh, et j'aimerais qu'on commence. Alors, je vais essayer de ne pas poser des questions trop, comment dire, trop basiques, du genre, mais alors, Denis, c'est quoi le capitalisme? Je vais éviter de faire ça. J'essaie de prendre des exemples du livre. Et j'ai une première question. Euh, alors, le capitalisme, donc, si on le résume grossièrement, on peut dire que son principal trait de caractère, c'est que il vise avant tout l'accumulation des gains. Euh, Dans ce cas-là, évidemment, toi, Denis, tu sais pourquoi je pose la question.
Dans ce cas-là, la mafia est-elle capitaliste? Denis? Ben, à partie oui, à partie non. Euh, C'est-à-dire, tel Puccia, je reprends une définition. On a plein de définitions du capitalisme, hein, et ça rapplirait à soi Puccia entier à discuter des différentes définitions. Là, je retiens une qui vient de Max Weber. Je chaperote aussi assez largement un bouquin de Pierre François et Claire Lemercier qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Sociologie historique du capitalisme. C'est vraiment un excellent bouquin qui croise sociologie et histoire autour de la question du capitalisme, qui essaye de faire une synthèse un peu des apports de cette discipline sur les évolutions du capitalisme. On peut parler d'une société capitaliste, c'est peut-être plus ça qui m'intéresse que c'était une société capitaliste que c'était le capitalisme de façon isolée. Une société capitaliste, c'est une société dans laquelle la recherche du profit et du profit pour lui-même et de l'accumulation indéfinie du profit, le profit et pourquoi on veut faire du profit pour en faire toujours plus le même, et considéré comme un objectif qui est légitime, qui est un objectif, qui est une façon, un comportement qui a une certaine reconnaissance, qui a une certaine valorisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, d'autres peuvent être une société complexe, mais il y a ça. Et effectivement, l'objectif souvent des mafias, des groupes mafieux, c'est l'accumulation de la richesse, c'est le profit. Là où il y a une différence, c'est peut-être que ces mafias, justement, leur façon de réaliser ces profits sont pas légitimes, sont pas reconnus, sont pas valorisés. On rentre dans une société proprement capitaliste à partir du moment où cette recherche du profit et les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont reconnus comme légaux, comme légitimes, comme routinisés. À un sens, ce que font les mafias, poursuivre le profit par l'appropriation de ce que possède autrui, par le retour à des formes de violence, de prédation extrêmement forte et extrêmement visible. Ça existait tout au long de l'histoire. T'as différents contextes, c'est pas général, c'est pas à un moment donné c'est cette passion pour le profit qui concernait tout le monde, à ce tout c'est légitimé. Non, ça a existé. On peut trouver des formes de capitalisme prédateur, des formes de razzia. Ça devient une société capitaliste à partir du moment où la recherche du profit va pouvoir prendre des formes assez spécifiques qui sont reconnues comme état légitime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence dedans. On pourrait parler de formes de violence qu'apportent les grades d'entreprise à l'environnement, à des populations humaines, à des choses comme ça. Mais ces formes de violence, ça peut être une très forte précarité, le retour à un travail contraint. Ça, c'est retenu, c'est tenu comme quelque chose qui est normal dans nos sociétés. Évidemment, ça peut être contesté, il y a des mouvements de contestation, il y a des mouvements sociaux autour de ça, mais au moins sur l'idée qu'il y a une forme possible de recherche du profit qui est légitime, qui est normale, qui est naturelle, et un profit en plus qui est, qui n'est pas simplement le profit pour un individu, pour un groupe, mais qui est un profit pour la société, pour la partenaire de l'échange. L'idée d'un profit mutuel, elle est quand même relativement récente. Je crois du 16e, 17e siècle. Cette idée que lorsque deux individus échangent, non seulement ils vont pouvoir faire du profit, mais les deux vont retirer du profit. Et ça va se retrouver de loi à loi. Tu as toute justification économique, savante, demi-savante, militante ou autre, en recherchant, en poursuivant son profit individuel. C'est l'idée d'Ada Smith, déjà, qu'on connaît sous le nom.
tu fais parfaitement à la lettre, t'as c'est passé comme ça, t'as la passé sur ta boîte. L'idée est une main visible, tu marchais, tes satilitudes, tu as poursuivi leur intérêt propre pour réaliser l'intérêt général, on est à tes chassants. Ça se retrouve de loi à loi, la forme la plus récente et la plus parlante et la plus médiatique, même si une fois de plus fortement contestée. Tu as les dernières décennies, ça a été la théorie du ruissellement, cette idée que si on laisse les riches être le plus riches possible, à un moment donné, cette richesse va profiter aux plus pauvres. Bon, on sait que ça marche pas vraiment, ça marche pas vraiment comme ça. Mais cette idée que la réalisation de profit par tes entreprises, par tes secteurs économiques va être profitable à tous, c'est voilà, ce qui fait le propre d'une société capitaliste. Et évidemment, les mafias, de ce point de vue-là, ne bénéficient pas de cette reconnaissance, ne bénéficient pas de cette légitimité. Leur activité est considérée comme également et plus largement comme illégale. Après, on peut imaginer que je me souviens sur un thème un peu différent de mes professeurs de théorie de sciences politiques qui nous avaient présenté l'approche de Max Weber sur l'État. Max Weber dessine l'État comme étant une organisation administrative qui parvient à se réserver le monopole de la violence légitime. Et il nous avait dit comme ça, l'État, c'est jamais une mafia qui a réussi. C'est-à-dire c'est une mafia qui, à un moment donné, a utilisé la violence de façon suffisamment efficace pour que ce soit reconnu comme elle a le droit d'être violatrice. Et finalement, une mafia qui arriverait à imposer ces formes de réalisation du profit comme légitime deviendrait une entreprise capitaliste. Et la frontière, d'ailleurs, entre économie illégale et économie légale, entre mafia et entreprise, elle n'est pas toujours si claire que ça. La frontière est porosse. L'une des caractéristiques des mafias, d'ailleurs, c'est d'avoir des activités légales, légitimes, voilà, donc la frontière entre les deux est porosse. Ok, ouais, effectivement, elle est poreuse parce que. Alors là, je vois que ça fait 10 minutes qu'on est là, on est déjà en train de dire que finalement l'État est une mafia. Alors, c'est pas de moi, hein. Je ne saurais pas vous retrouver le nom de l'enseignant, mais ça m'avait marqué. Mais et c'est évidemment une simplification extrêmement. qui est à la fois parlante, mais c'est quand même une simplification. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Petite parenthèse où je souhaite la bienvenue à The Devil Inside. J'aime beaucoup ce pseudo, donc félicitations à toi. Parce que, en fait, effectivement, j'aime bien, donc tu me dis si j'ai bien compris, la mafia est-elle capitaliste? Ben, c'est insuffisant de le dire parce que, en partie oui, parce qu'elle vise l'accumulation du profit en tant que tel, mais en même temps non, parce que le capitalisme est régi par des lois à des limites qui sont celles de la légalité et de la légitimité aussi. C'est-à-dire que tu en parles dans ton livre, il y a une quête de légitimité des gains. L'argent qu'on gagne, il est légitime. Et voilà. Alors que dans la mafia, on se préoccupe pas trop de ces questions de basse-cour, quoi. Voilà, l'idée c'est que non seulement qu'on puisse parler d'une société capitaliste, non seulement il faut que ses profits soient légitimes, mais qu'ils soient tenus pour vertueux. C'est-à-dire que je puisse, moi, individu ou une entreprise, justifier de mon comportement en disant j'ai poursuivi le profit pour lui-même et c'est une bonne chose. Quand on arrive dans une société à légitimer cette idée, c'est bien de poursuivre le profit pour lui-même. On est dans une société capitaliste. Tu as le sens où c'est un comportement, où c'est une idée, où c'est une forme d'organisation de la société qui va derrière pour légitimer ce profit, pour le poursuivre, etc., qui est tout à fait particulière au regard de l'histoire, qui n'a pas toujours existé, qui n'est pas naturel et qui a une histoire qu'on peut retracer, dont on peut voir les traces lignées, qui commence en gros. Alors c'est très discuté la date de début du capitalisme, mais celle que je retiens, c'est le bouquin, parce que c'est peut-être la plus consensuelle,
même si une fois de plus, c'est une question sur laquelle les historiens s'écharpent beaucoup. Atroce à la tour des révolutions industrielles. Ouais, justement, tiens, je voulais en parler. Dans ton livre, il y a quelque chose que tu dis aussi, toujours dans ce premier chapitre de déblayage un peu historique, où tu dis effectivement que le capitalisme, c'est pas quelque chose qui est naturel, qui a toujours existé, Mhm. loin de là. C'est une forme d'organisation parmi tant d'autres, en fait, parmi celles qui ont existé. Euh, du coup, j'ai une question. Euh, En quoi est-ce que la phrase le capitalisme commence avec les techniques de la révolution industrielle? En quoi est-ce que cette phrase-là, elle est insuffisante? Alors, je ne sais pas si ma question est claire, du coup, c'est par rapport au passage où tu parles du changement dans les mentalités, etc. Tout à fait. Non, non, c'est clair. C'est-à-dire, on peut avoir assez facilement cette cette représentation un peu simple de l'histoire où le capitalisme naît avec les révolutions industrielles et est finalement le produit des grandes innovations techniques et technologiques qui font ce qu'on appelle les révolutions industrielles, terme sur lequel on Ouais, pourrait également discuter, est-ce que c'est vraiment des révolutions, voilà. On se représente un peu spontanément les choses comme ça, à la fois par, on va dire, tes souvenirs historiques souvent de courte histoire. Lorsqu'on fait la révolution industrielle, on donne l'état des grandes innovations. Il y a aussi peut-être un faute de déterminisme technologique qui est hérité du marxisme et qui a ses vertus, hein, qui a ses vertus, mais qui a aussi ses limites. Euh, les... Le truc, c'est que lorsque on regarde l'histoire, ben, c'est pas parce qu'une technique, une technologie est disponible qu'elle se diffuse, qu'elle transforme les relations et qu'elle produit certains effets. La machine à vapeur, par exemple, qui est notamment au cœur des grandes révolutions industrielles, je crois qu'à trop le principe général existait déjà à la Grèce antique. On savait, voilà, on avait construit. Je ne sais plus quel est le philosophe qui avait fait ça. Assez spécialiste histoire là-dessus, mais bon, qui avait construit une petite ouais. machine à vapeur qui tournait sur elle-même, mais ça n'a pas donné une révolution à la façon de travailler au plan de l'agriculture ou quoi que ce soit. Ça, et souvent d'ailleurs, entre la date officielle qu'on va donner de mise au point d'une innovation technologique et le moment où elle se diffuse, où elle est mise en œuvre, où elle transforme véritablement et la production et les relations sociales, il y a un certain nombre d'années parfois beaucoup, qui se déroulent. C'est pas, le capitalisme n'est pas la fin de la machine à vapeur ou de l'électricité ou du chemin de fer Ouais. ou même simplement de l'organisation scientifique du travail, du taylorisme et des choses comme ça. Il a fallu également un changement de mentalité. Il a fallu cette idée que rechercher le profit pour lui-même est une bonne chose. C'est ce que Max Weber appelait l'esprit du capitalisme, et lui se posait la question déjà, hein, 1900, au début du XXe siècle, voilà, qu'est-ce qui peut expliquer que finalement le capitalisme apparaisse à un moment un peu particulier de l'histoire et sur un contexte historique assez particulier. Lui Ouais. s'intéressait essentiellement à son apparition aux États-Unis. Euh, et Stiffus, à ce moment-là, il allait chercher, lui, alors c'est très simplifié, on sait que c'est pas si ça, mais lui allait chercher ça à la religion. Montrer que Ok. le protestantisme, plus que ça encore, une interprétation particulière du protestantisme calviniste, avait donné aux individus une motivation à rechercher le profit pour lui-même. Ce qui est intéressant, là, de l'explication, c'est qu'on testait sur l'effet du calvinisme et du protestantisme, mais c'est l'idée que le capitalisme a un peu soit de se justifier, on a un peu soit de justifier le comportement. Rechercher le profit pour lui-même, ça ne va pas de soi. Et que ce soit une bonne chose, ça ne va pas de soi. Il faut qu'il y ait une organisation sociale qui légitime ce comportement, qui légitime le profit qu'il produit Ouais. et qui incite les individus à le poursuivre. Donc ça, ce changement de mentalité, ça, ce retournement, ça à un moment donné, se dire que rechercher le profit pour lui-même, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir, et c'est le comportement
capitalisme, quelle que soit la technologie qui y atteint. C'est pas pour dire que la technologie est neutre et ça c'est important, ça a son rôle, mais il faut tenir les deux. Ouais, ok. Donc, en fait, il y a cette idée que finalement, le capitalisme n'est pas, comment dire, n'est pas, ne va pas de soi. Effectivement, il faut le justifier et on va pas le justifier avec des grosses affiches de propagande. Il va trouver sa justification dans des comportements, etc. Et c'est finalement ce dont tu parles dans ton livre. Et on a Notna44 dans le chat qui demande si ton bouquin précédent sur l'argent des pauvres, est-ce qu'il est sur Audible? Tu le sais ça? Non, je ne crois pas. Il faudrait, enfin pour ça, il faut qu'il y ait une version audio, c'est ça, Audible, il Ouais, faut une c'est ça, ouais. version audio. Alors à ma connaissance, je passe sur mon éditeur Moretti s'il avait fait ça. Ouais. Je serais pour, hein, si ça peut permettre à tes chats de le lire ou d'y accéder ou quoi que ce soit. Mais bon, pour l'instant, voilà. Je, je peux toujours lui poser la question, hein. Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est. Et si s'il y a des volontaires dans le chat pour faire une version audio du livre et la proposer directement à Audible, ben, allez-y, amusez-vous, hein. Je pourrais le faire, mais j'ai pas trop de temps, je suis occupé en ce moment, donc voilà, j'ai pas je peux pas en ce moment. Euh, Tiens, une autre question, avec un exemple qui est dans le livre. Euh, Pourquoi on est toujours dans la partie définition un peu du sujet, quoi. On débroussaille un peu la question de qu'est-ce que c'est le capitalisme. Euh, Pourquoi le thé coûte-t-il plus cher que le café dans un bar? Et est-ce que c'est normal? Est-ce que cette différence de prix est normale? Alors, c'est effectivement un exemple que j'utilise. Euh, ce qui est intéressant avec ça, avec le truc qu'on peut constater assez facilement, le thé est plus cher effectivement que le café. Tu as les parts. Et les économistes peuvent expliquer ça assez facilement si on leur demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait là? C'est manifestement pas les coûts de production. Les coûts de production pour produire du thé, du café, ils sont à peu près les mêmes. Euh, la différence, elle réside à la disposition à payer des consommateurs. C'est-à-dire que est-ce que la question à se poser, pour être plus économiste, est-ce qu'à ça ses prix, à cafetière, tes choses de gagner tes clients? Est-ce qu'à ça les prix sur le thé, il a tes choses de gagner un client? Probablement pas. Parce que les gens ils iront pas plus loin, ils ne chercheront pas de café pour avoir un thé moins cher, parce que souvent, ils vont avoir, on va prendre un thé en même temps un buvard avec quelqu'un qui prendra peut-être un café, et que voilà, il va falloir faire un compromis. Voilà, toutes sortes de raisons. C'est pas un élément déterminant du tout. Il est possible, voilà, pour vraiment parler comme un Ouais, économiste, si les cafetiers peuvent faire payer le thé 4 euros, ils le feront. S'ils pouvaient le faire payer 20 euros, ils le feraient aussi, sans ouais, problème. Ça c'est la réponse de l'économiste. Elle est assez simple. Mais en fait, lorsqu'on pose la question directement au cafetier, c'est pas ce qu'il va vous répondre. Et s'il le répondait aussi directement, c'est ce qu'il sait, ouais, moi je fais payer le thé 4 euros, pourquoi? Parce que je le peux, parce que les gens sont prêts à payer pour, et je fais des profits, en fait, qui sont tout à fait énormes là-dessus, hein, parce que tout s'achète, que tout le chaude rien. marginal, il est extrêmement faible. Ouais, Je fais un profit très important, là, je vais payer 4 ou 5 euros. Et bien cette réponse, elle ne serait pas acceptable par les clients, par les médias. Je suis pas parti pour écrire ça à partir d'un article qui avait été écrit par Rue 89 à l'époque où c'était à Tourmaté-Potin sur cette question-là. ok. C'est interviewé des cafetiers, des représentants des cafetiers qui cherchaient toutes sortes d'autres réponses Ouais, pour en fait légitimer le prix pour dire mais oui, on a raison de le faire, vous voyez, ça nous coûte plus cher parce qu'il nous faut deux coupelles au lieu d'une, parce ouais, que ouais, ouais. le thé a une histoire particulière. Il faut arriver à légitimer le profit, il faut arriver à le faire apparaître comme étant normal, légitime, justifié, et la réponse qui serait la réponse capitaliste par excellence, je vous vends ça à ce prix-là parce que je le peux, parce que c'est mon intérêt individuel de le faire, et quelque part, qu'est-ce que vous allez faire pour m'empêcher? Je veux juste faire tes profits, c'est génial. Cette réponse-là, elle n'est pas facilement audible.
Ouais. Et en fait, il y a ainsi ça, des opérations qui vont être tout de suite par là les cafetiers, mais ça va être toutes les entreprises, ça va être pour justifier leur prix, pour justifier leur profit, pour dire, voyons, on a de bonnes raisons, et raisons qui sont fondées de votre point de vue, de vous faire payer ce que vous fait payer. Ça va de, je ne sais pas, les 30 entreprises pétrolières qui vont nous dire, oui, ben, les prix augmentent, ça vous fait payer plus cher, mais qu'est-ce que vous voulez? On y est en train parce que c'est une situation qui nous s'impose, parce que, oui, d'accord, ça détruit un peu la planète, mais on vous apporte quand même ce que vous voulez. Voilà, ils vont avoir toujours un discours de justification, et l'existence de ce discours de justification est intéressante. Ouais. Parce qu'il nous montre que le capitalisme, quelque part dénudé, tout seul, moralement, il serait extrêmement difficile à accepter. Alors, il y a des gens qui veulent défendre, il y a des libertariens qui vont dire, mais oui, Ayn Rand, par exemple, l'écrivaine, je ne suis pas convaincu, elle l'écrit, mais bon, on va dire que sur la qualité de ce qu'elle écrit, c'est pas top. Qui la crainte patience, encore plus de guillemets ici, du libertarianisme il faut laisser les riches faire le plus de profit possible, le malheur aux pauvres, c'est leur problème, etc. Mais c'est des discours qui, mis à part des petits groupes très motivés, très idéologisés autour de ça, et très fiers aussi de passer contre les autres, ne sont pas acceptables Ouais. pour la plupart des gens. Ça montre qu'en fait le capitalisme a sa cesse besoin d'être justifié. Là, pour ça justement, ce que Max Weber appelait un esprit du capitalisme, de là, tes comportements eux-mêmes, il faut une justification qui leur soit donnée et qui évolue tel tel et qui se transforme. Et c'est elle, en fait, entre autres choses, c'est ça qui nous conduit à être capitaliste, c'est-à-dire à nous comporter de façon capitaliste. C'est justement ces justifications qu'on y trouve qui ne sont pas des justifications purement économiques. Ouais, ok, je comprends. Je comprends et j'espère que dans le chat vous êtes bien, que vous êtes à l'aise, que tout est clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on est là pour ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, je rappelle que là, on parle du dernier livre de Denis Colombi, Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous? Et si vous tapez point d'exclamation Colombi dans le chat, vous aurez un lien vers la page de l'éditeur, enfin, du livre sur la page de l'éditeur. Et si vous tapez point Utip, vous aurez de quoi me payer un café et non pas un thé, parce qu'effectivement le thé coûte beaucoup plus cher que le café. Et je persiste à dire que c'est pas normal, même si on veut, même si le lobby du thé veut nous faire croire que c'est normal. Voilà. Alors, justement, là, tu parlais de comportement économique. Et on a parlé un peu de l'histoire du capitalisme. Et à un moment, tu écris une phrase que j'ai notée. Tu écris la rupture qu'est le capitalisme porte sur la nature des comportements économiques. Ça, de façon vulgarisée, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire, à simplifier un peu, Ouais, c'est en fait une reprise d'unité qui vient de l'auteur que je cite pas exactement à toutes les pages, mais pas loin. Et l'auteur pour lequel j'ai harcelé ça toute le plus de personnes pour leur dire de lire le bouquin, c'est Karl Polanyi, auteur de La Grande Transformation. Je dois l'avoir, je ne sais pas s'il est à portée de main là. Mais je l'exemplaire quelque part dans ma bibliothèque qui est annoté de toutes parts. C'est toute de mes livres préférés, de ceux qui m'a le plus influencé. Il est largement cité dans le bouquin. Karl Polanyi remarque trop pendant, je simplifie ici aussi, pendant le plus trop de l'histoire de l'humanité, finalement, on a produit toutes sortes de choses, de biens, de services dont on avait besoin. Et les satellites étaient motivés pour faire cela de façons qui sont assez différentes de ce que nous connaissons et ce que nous concevons comme naturel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on produisait, cette participation à la production était déterminée par des liens politiques,
Ouais. tes positions, tu as la famille, tu as tes familles, tu as tes communautés, par une recherche de statut social, d'élévation, non pas par la richesse proprement dite, mais par le statut, véritablement la reconnaissance qu'on pouvait avoir, par tes comportements, par une recherche de position éventuellement religieuse. Voilà, on a produit pour ça. Et à partir de l'établissement, au moment où on passe une société capitaliste, c'est qu'on se met à plus à produire pour cela, mais qu'on se met à produire parce que on se considère comme motivé par le gain, gagner plus, faire du profit, ou alors motivé par la faim, c'est-à-dire par la menace de la misère. Et on s'est mis à considérer que ces deux motivations, qu'on peut retrouver à d'autres moments de l'histoire, hein, c'est pas un problème, mais que ces deux motivations, on va les appeler à ce moment-là motivation économique. Les autres sont des motivations extra-économiques, et elles vont être considérées, on va commencer à les considérer comme les seules qui sont naturelles, les seules qui sont véritablement efficaces. De telle sorte que si on veut motiver quelqu'un à travailler aujourd'hui, ou à travailler plus, ben, on va lui promettre soit de gagner plus, comme disait un ancien président de la République, soit on va essayer de le motiver par la menace de la misère, de la faim. Couper les allocations pour essayer de mettre les gens au Motivé au boulot. travail, ouais. Et donc, c'est que ces deux motivations, la faim et le gain, deviennent les motivations naturelles. Donc ça fait déjà une première rupture. Une deuxième rupture qu'on peut trouver plus chez Max Weber, c'est que Max Weber pense un peu les choses à des termes simples avec quand même une différence. Si on regarde l'histoire une fois de plus de l'humanité, pendant très longtemps, de temps à temps, les activités ont été cachées tes profits. Ils ont été cachés tes profits, c'est-à-dire tes surprofits, cela, tu surplus. Plus de nourriture, plus de biens, plus de choses que ceux que l'on en avait besoin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on faisait? Pendant très longtemps, c'est possible avec un surprofit, avec un surplus, soit le stocker, investissant. Voilà, on va le carter pour qu'on racontera tes difficultés. Ouais. Ou alors, on va le détruire et les sacrifices religieux, fêtes religieuses, jeux du cirque et autres choses comme ça étaient des moyens de dépasser ce surplus supplémentaire. Ouais. Et à partir de la révolution capitaliste, au moment où on a le capitalisme, on va se dire, ce surplus, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'investir. Et on va l'investir pour pouvoir décacher demain un surplus encore plus important. Et pourquoi on va un surplus encore plus important? Pour décacher un surplus encore plus important après-demain. Ouais. Et c'est là où on rentre véritablement dans des comportements économiques qui sont tout à fait spécifiques, qui sont très propres à nos sociétés, ouais, qui sont très propres, non pas dans le sens où ils n'ont jamais existé auparavant, l'appât du gain, la recherche du profit pour lui-même, de l'achat pour l'achat, on va le retrouver tout au long de l'histoire à différents moments. Mais lorsque ça apparaît généralement, avant la généralisation du capitalisme, ouais, c'était le propre de petits groupes, des marchands, des commerçants. C'était généralement mal vu de l'extérieur. On a je ne sais combien de contes, de légendes, dans presque tous les pays, toutes les cultures du monde, qui mettent à carte finalement contre le comportement intéressé, contre le comportement du marchand qui veut l'achat pour lui-même. C'est une vieille thème qu'on va retrouver aussi bien à la passée occidentale que à la passée orientale, par exemple. L'appât du gain, l'achat qui est corrupteur, c'est un vieux thème. Donc, on concevait que ça existait, mais c'était limité à un petit groupe de personnes. Et souvent, en plus, des personnes qui faisaient du commerce, notamment c'était le commerce au long cours, c'est-à-dire celui qui se faisait avec des personnes éloignées de soi, donc n'appartenant pas à la communauté, et avec eux, il était possible d'avoir des comportements qu'on aurait jugés immoraux vis-à-vis des membres de la communauté. La caractéristique de nos sociétés, c'est que ce type de comportements ne sont plus limités à un petit groupe d'individus, mais sont généralisés.
simple, à défaut d'être entièrement généralisé, au moins les considère comme normaux, Ouais. comme légitimes, voire comme les seuls possibles. Et on est amené d'une façon beaucoup plus importante tous à y participer, pas à l'être en permanence. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on est tout le temps capitaliste et qu'on ne peut rien être d'autre, mais on va participer à différents moments de notre vie, comme consommateur, comme producteur, comme travailleur. On va participer à cette quête infinie du profit pour lui-même. Ouais. Ce qui m'intéresse tel bouquin, c'est qu'on prend qu'est-ce qui nous conduit à accepter ça, enfin, à accepter au moins à le faire, parce qu'on ne l'accepte pas toujours, mais on le fait quand même. Ouais. Voilà, c'est la problématique qui est derrière. Bien, alors justement, avant de passer à la suite, je voulais te demander, histoire de souffler 30 secondes après cette première salve de réponses, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, déjà le fait que mon éditeur m'ait à un moment donné appelé à me dire ça. Oui, le premier c'était bien, est-ce que tu voudrais pas faire un deuxième? Donc, évidemment, c'est toujours une bonne motivation quand on te propose un truc comme ça. Ensuite, bon, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ces questions-là. Si tu regardes sur mon blog Une heure de panne, j'ai commencé à écrire en 2007. Bon, j'ai écrit beaucoup moins depuis quelques années parce que écrire des bouquins, ça prend du temps aussi. Puis Ouais. j'ai d'autres choses aussi qui sont apparues dans ma vie depuis. Mais bon, je dois toujours écrire quelques petits trucs. Mais voilà, la réflexion sur le capitalisme, ça faisait un moment que je l'avais. Ouais. J'ai fait ma thèse en fait de sociologie à sociologie économique. Alors j'ai travaillé sur un truc qui s'appelait assez éloigné de ça. De loin, c'est sur les Français vivant à l'étranger, mais je l'ai pris vraiment sur le côté marché du travail, carrière, etc. Et ça m'avait déjà conduit un peu à réfléchir à ces questions de capitalisme, de motivation économique, de comportement économique. Et en fait, quand j'ai écrit le bouquin précédent sur la pauvreté, j'avais l'impression, j'ai à un moment donné, tu me confrontais à la question, quelle est la place de la pauvreté dans le capitalisme, pour boucler mon argument. J'avais écrit un petit truc comme ça, mais j'avais l'impression que je passais à côté de quelque chose, et un gros, le bouquin précédent sur la pauvreté, c'est comprendre c'était comprendre un comportement économique particulier, celui des pauvres. Et je me suis dit, ce que je marque, c'est comprendre le comportement économique en général, pas celui d'une classe sociale particulière. Les classes populaires, désignées comme pauvres, est une simplification qui est utile, mais qui a aussi ses limites. Là, je voudrais comprendre plus généralement le comportement économique qui concerne un peu tout le monde, au-delà de la position de classe, tout un autre, évidemment, qui a des déclinations différentes en termes de classe. Et voilà, donc ça, je me suis dit, je voudrais écrire, en fait, je voudrais arriver à écrire un bouquin qui arriverait à synthétiser un peu la SAP des travaux enfin la SAP, pour moi une partie, hein, il y en a beaucoup plus que je traite ici, des travaux sur la sociologie économique, sur le comportement économique, sur ce qui fait, ce qui détermine nos comportements. Essentiellement, quand on parle là-dessus, on a une représentation un peu de comment le capitalisme s'impose, de qu'est-ce qui fait qu'on agit pour le capitalisme, qui, à simplifier, est la suivante. On peut se dire, soit c'est un produit de l'idéologie, et on a une thématique un peu souvent ici sur le lavage de cerveau, à simplifiant, qui va nous conduire à agir de façon capitaliste. Et on en a une autre qui serait de dire, en fait, ce qui fait qu'on participe au capitalisme, c'est qu'on y est contraint matériellement. Ça va de la contrainte matérielle
pauvreté à la retraite matérielle de la violence policière, étatique, etc. Et il ne s'agit pas de dire que cette explication, alors je les caricature ici un peu, hein, souvent plus subtil, mais elles ne sont pas fausses, mais elles passent à côté d'une partie de ce que l'on voit. La plupart des individus viennent à se comporter et à agir à capitaliste sans s'y être obligé par une menace physique. On n'a pas tous un flet sur la table et c'est pas soit tu travailles, soit tu tires une balle. Et c'est pas non plus un simple lavage de cerveau, puisqu'en fait pour toute personne un rapport assez critique vis-à-vis du capitalisme. Donc je me suis dit, enfin ce que je voulais dire Tota, c'est que ça passe par d'autres mécanismes, et des mécanismes qu'on ne voit pas. Et en fait, l'idée vraiment que j'avais à commencer à lire, c'est finalement celle qui est à l'avant-dernier chapitre, qui sont les approches qu'on appelle en sociologie économique, les approches de la performativité, de la performation. Il y a des débats sur quel est le bon terme, c'est pas le plus intéressant ici. L'idée, c'est de dire que ce qui nous fait agir à tête activité, c'est l'environnement matériel le plus concret à lequel on est inséré, parce qu'en fait, on n'agit pas tout seul. On agit comme un réseau d'un ensemble d'activités et de chances, d'humains et de non-humains, d'actants, comme le dit Bruno Latour, qui nous conduisent à agir d'une certaine façon. Ça, c'est un argument qui est assez subtil, qui est souvent caricaturé, qui est souvent mal compris. Et qui, soyons honnêtes, est souvent mal compris parce qu'il vient de Bruno Latour, et Bruno Latour est, avec tout le respect que je lui dois, c'est un très très grand sociologue, hein, les personnes qui nous écoutent se sont déjà confrontées à lui, mais par moments il est vraiment obscur, et par moments il ne rend pas service à sa propre passé, il faut bien le dire. Il y a des positions parfois sur le relativisme ou des choses comme ça qui ratent sur le discours pas forcément audibles, et donc c'est à la fois quelqu'un qui a une très grande importance dans les travaux de sociologie économique. La performation, la performativité, c'est vraiment très important dans ce domaine-là. Et ça s'est peu diffusé hors du chat de la sociologie. Et c'est difficile à vulgariser, c'est pas simple à expliquer. J'ai essayé de le faire, j'espère ne pas m'être trop platé. Et puis en même temps, je suis conscient que ça n'explique pas tout, c'est pour ça qu'il y a d'autres chapitres dans le bouquin pour essayer de voir les autres explications aussi. Je trouve, d'une façon générale, en sociologie, je crois assez peu aux explications uniques, et à l'idée de retrouver un modèle unique qui nous expliquerait tout. Voilà, je pense qu'il y a plutôt des petits mécanismes qui s'accumulent et qui deviennent extrêmement puissants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier au plus près ces petits mécanismes. Ok, je comprends. Merci pour ta réponse. Je vois un peu ce qui se passe dans le chat. Alors, Guru Knack, je garde tes questions pour après. Parce que figure-toi que je n'avais pas encore de questions Pascal Pro. Et ça, c'est une grande tradition de la chaîne. C'est que quand il y a une interview, il y a la question Bourdin et la question Pascal Pro. Et la question Bourdin, je la sentais pas trop. J'en avais une, mais finalement, je l'aime pas, donc je l'ai enlevée. Et la question pro, je n'avais pas trouvé. Et en fait, la tienne est très bien. Donc la tienne est très bien, donc je la poserai après. J'aurai le petit jingle, je la garde pour plus tard. Du coup, on a Winnie l'ours-con, très bon pseudo, qui pose une question. Alors, à voir si on est en socio, si on est en psychosocial. Le gain, est-ce que le gain représente une recherche de statut social supérieur? Alors, le cas ici, lorsque j'ai utilisé ce terme tout à l'heure, c'est vraiment le cas en termes économiques. Le cas matériel. Comment dire? Si on prend simplement, est-ce que les individus, parce qu'on peut prendre le cas, oui, si je gagne un statut social, si je gagne un reconnaissance, je fais un gain. Et je vais prendre un exemple un peu simple. Si je suis inséré dans le milieu des poètes contemporains, donc la poésie, il y a des poètes évidemment qui travaillent aujourd'hui, c'est pas vraiment un monde dans lequel on devient milliardaire. Ou même dans lequel on gagne de l'argent de joie vivre. Les poètes contemporains, généralement, un autre boulot.
Parce que écrire tes poèmes, c'est pas avec ça que Faut pas y s'envoyer. vous allez gagner de l'argent. Mais il peut y avoir un cas, effectivement, on pourrait se dire, après tout, si le poème est publié dans telle revue, s'il est lu par telle personne, s'il gagne tel prix, s'il fait une soirée au lycée poème à tel A3, c'est un cas pour lui. Ouais. Ça c'est un argument pour Dieu, c'est-à-dire que le gain, l'intérêt, je dirais plutôt pour Dieu, il dirait plutôt intérêt que le gain, l'intérêt est spécifique à chaque champ, à chaque univers social particulier. Donc là, je ne parle pas à ce niveau de généralité, mais qui a sa pertinence, mais vraiment en termes de gain économique. Dans nos sociétés, oui, en grande partie, obtenir un gain économique, gagner de l'argent, c'est gagner un statut social. Ça ne va pas de soi. T'as l'antiquité vraiment romaine, grecque, etc. Ouais. Gagner de l'argent ne déterminait pas votre statut social aussi fortement. Avoir tes succès militaires, être un guerrier, être un politicien, être un sénateur, etc., oui. Ouais. Gagner de l'argent, ça y participait, mais c'était pas si déterminant que ça. Ouais. D'ailleurs, voilà, même dans l'Ancien Régime, hein, les bourgeois qui s'achetaient un titre de noblesse pouvaient être finalement assez mal vus. Ils avaient besoin d'acheter un titre de noblesse qui, théoriquement, ne s'obtenait pas par l'achat. Ouais. Dans nos sociétés, ouais, effectivement, le gain économique, c'est la culture, est devenu, sinon la seule mesure du statut social, au moins une mesure extrêmement puissante, extrêmement difficile à contester. Si, voilà, c'est cité dans le bouquin à un moment donné, j'avais trouvé ça dans le bouquin de Wilfrid Ligné et Julie Pachis, La face de l'ordre. Ils sont interviewés des jeunes élèves de, je crois, ils sont à CP, CE2, je ne sais plus, voilà, mais c'est vraiment des élèves de primaire. Et il faut discuter de la position, de comment ils se représentent les métiers. Et ils rapportent à ce cas, voilà, il y a de jeunes garçons qui veulent expliquer que le meilleur métier, c'est celui de footballeur. Ouais, ils sont très vite contestés, ce sont des safats qui viennent des garçons, qui viennent de milieux assez populaires. Ils sont contestés dans la classe par des safats qui viennent de milieux un peu plus favorisés, qui leur disent non, mais les footballeurs, ils sont bêtes, ils sont idiots, ils sont pas intelligents, c'est pas comme les chat qui travaillent dans les entreprises et des choses comme ça. Et ils sont alors l'argument massu à donner, c'est dire oui, vous pouvez dire ce que vous voulez sur eux, mais ils gagnent de l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent des millions. Les footballeurs qui connaissent, c'est pas la moyenne des footballeurs français, ou mon Dieu, mais cet argument massu de dire oui, ben écoutez, je gagne de l'argent, d'autres j'ai un statut social, je gagne de l'argent, d'autres je suis utile, c'est quelque chose qui dans nos sociétés fonctionne extrêmement bien. Ben justement, là tu m'as emboîté le pas, tu m'as coupé l'herbe sous le pied et autres expressions désignant le fait d'avoir pris de l'avance sur son interlocuteur. Je comptais justement lire un peu cette partie parce que je comptais venir à ce que tu appelles dans le livre la socialisation économique. Et ça, pour moi, ça c'était vraiment la partie la plus. C'est vraiment la partie centrale. Bah, d'ailleurs, c'est le troisième chapitre sur 5. J'ai trouvé particulièrement intéressant. Et il y a un passage que je voulais lire. C'est page 170, et donc c'est le sous-chapitre Comment le capitalisme vient aux enfants. Et donc, c'est ce dont tu parlais. Donc là, c'est le petit instant lecture. Comme ça, tu vas pouvoir faire une petite pause, Denis. Dans une importante enquête dans plusieurs écoles primaires, les sociologues Wilfried Ligné et Julie Pagis ont montré que les représentations du monde social en général et la hiérarchie des professions en particulier étaient acquises très tôt par les enfants. Pour étudier ce phénomène, les deux chercheurs ont proposé à des élèves de CP et de CM1 de classer différents métiers selon leurs préférences. Leurs résultats montrent que les plus jeunes utilisent, pour répondre, des critères principalement enfantins, issus de leur expérience quotidienne. Par exemple, le patron d'usine peut être classé en dernier, parce que les usines, c'est sale, et ça sent mauvais. Or, à cet âge-là, les enfants se voient beaucoup répéter combien ce qui est sale est détestable et doit être évité. En revanche, les élèves de CM1, un peu plus âgés, proposent des hiérarchies plus correctes, plus conformes aux représentations communes de la société.
signe d'une intériorisation assez précoce d'un ordre social largement travaillé par l'économie et la structure de classe. Blablabla. L'intériorisation d'un regard capitaliste et des dispositions qui vont avec commence donc très tôt. Parce que les enfants grandissent dans les sociétés capitalistes, il n'est pas étonnant qu'ils en viennent à assimiler rapidement au moins certaines des normes, valeurs et catégories les plus prégnantes. Ça se fait bien sûr avec des variations, le rapport à l'argent, par exemple, ne sera pas tout à fait le même en fonction des classes sociales, du genre, des générations ou d'autres éléments structurant la société. Bon, du coup, ça c'est super intéressant comme étude, parce qu'effectivement, j'aime bien l'idée que des élèves de CP et de CM1 n'aient pas la même vision de la hiérarchie des métiers. En fait, ça c'est bête, hein, c'est un truc auquel on ne penserait pas forcément naturellement, mais effectivement, bah, c'est logique finalement que des gamins qui sont en CP, bah, une usine c'est sale, donc un patron d'usine, bah, c'est un métier de merde. Alors que bah, pour nous, pas du tout. Je m'excuse, ça a coupé un peu, je sais pas, t'as-tu le cœur de la question, t'as-tu la fin. Ok, bah, alors c'était plus une remarque qu'une question, comme disent les gens qui traînent dans les colloques scientifiques. Euh, Mais c'est ça, c'est assez surprenant, je trouve, comme étude, et c'est intéressant, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est finalement assez logique qu'il y ait une telle différence entre des gamins de Mm. CP et de CM1. À la fois c'est logique, et à la fois il y a que 3 ans d'écart. Et donc c'est marrant de voir qu'en 3 ans, ben, beaucoup de pierres sont posées. Oui, oui, en fait, c'était bon, ça s'inscrit là, t'as le Pouchet, hein, effectivement, tu as une réflexion sur la socialisation économique et sur l'apprentissage. Tu montes économique, et en fait, il se fait très rapidement et il arrive sur tes SAFA très jeunes, et à quelques années après, à peine, ces représentations tu montes changent parce que bon, les enfants apprennent très vite à magazine énormément de choses. Ils en ont besoin pour se repérer le monde. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse de mettre un peu en avant ici, c'est qu'on ne se représente pas forcément spontanément à quel point cette socialisation économique elle est prégnante, elle est précoce et elle est puissante. On a la représentation, alors qu'il y a une histoire, qui a du sens, on a la représentation d'une enfance, d'enfants qui sont finalement assez protégés du monde économique, qui en sont exclus. Et les questions économiques, on pourrait se dire ça vient assez tard. En fait, les questions d'initiation à l'argent et au monde économique, elles viennent très tôt. Ouais, À partir du moment où on les amène à la boulangerie après l'école et qu'ils nous voient manipuler tes pièces et tes billets pour payer leur pain au chocolat, qu'est-ce qu'ils s'apprennent? C'est que l'argent, c'est ce qui permet d'avoir le bonheur. Le bonheur est à pain au chocolat, une ouais, chocolatine pour nous, ça du sud-ouest. Mais ce simple fait que les premières expériences que les enfants vont avoir là avec l'argent, c'est ça. C'est le bonbon, c'est le goûter, c'est le sucré. ouais, C'est très formateur pour ces enfants. Tu vas voir assez vite qu'en fait, l'argent est ce qui permet d'avoir de l'autonomie, d'avoir du bonheur, d'avoir accès à quelque chose. Qu'on le veuille ou non, on transmet ça assez rapidement aux enfants. Et c'est pas. Mais il faut aussi replacer ça dans ce sens spécifique. On a cette représentation d'une enfance qui devrait être protégée des questions économiques. En fait, à l'échelle de l'humanité, une fois de plus, ça n'a pas été le cas. Les enfants ont participé aux tâches économiques et notamment aux tâches de production assez tôt. Enfin, assez tôt dans leur vie, dans la plupart des sociétés. L'interdiction du travail des enfants, c'est 1800, je ne dis pas de bêtises, ça doit être 1871 ou 1878, je ne sais plus lequel des ouais. rapports, ce rapport Villermé ou l'autre qui sont concernés. Mais bon, ça vient assez tardivement, finalement. Et c'est remplacé, on interdit le travail des SAFA, c'est évidemment une, une très bonne chose. Mais ces SAFA restent au contact de l'économie par la consommation déjà. Et puis quand on les met à l'école, et l'école c'est peu à peu se justifie de
peu à peu de plus à plus, mais c'est Ouais. aussi un phénomène de l'eau, parfois par son intérêt économique. Lorsqu'on a un enfant à l'école, il va forcément poser la question à un moment donné sur pourquoi je vais à l'école, pourquoi tu me fais aller à l'école, pourquoi je dois faire tout ça, pourquoi je ne peux pas rester à la maison pour jouer. Comment on va lui justifier ça? Ben, on le justifie de plus à plus avec ça, c'est important d'aller à l'école parce qu'il te faut un diplôme pour avoir un beau travail plus Ouais. tard. Ouais, tout à Euh, fait. et ce simple fait qu'on passe l'école comme un lieu de transmission de capital culturel, de diplôme, et c'est intéressant de le dire à terme de capital. On dit aux enfants, tu vas obtenir un diplôme et après ce diplôme, il va te rapporter un intérêt sur le marché du travail, il va t'apporter quelque chose. Il va te protéger. C'est un capital. Et à partir du moment où on dote les activités de capital, on les incite de fait Ouais. à essayer de maximiser l'utilisation, de maximiser l'intérêt, de maximiser les gains. Un capitaliste, c'est jamais que quelqu'un qui cherche un capital. Et lorsqu'on dote les activités assez largement de capital culturel quel diplôme, on les amène après à se passer comme état des activités qui vont gérer une carrière, comme on Ouais, gère ouais, ouais. une entreprise, qui va passer entrepreneur de soi-même, et toutes ces choses-là qui sont évidemment à la vulgate des start-upers, des capitalistes, qui sont de plus clairs, mais qui commencent quand même à la façon dont, parfois même au quotidien, on traite le diplôme avec les enfants. Dire à tes jeunes enfants, à tes collégiens ou à tes lycéens, et je l'ai fait moi aussi en tant que professeur parfois, ah mais si vous ne savez pas votre diplôme, vous allez finir au chômage, et utiliser la peur du chômage pour motiver les élèves à travailler, c'est déjà les placer dans une position capitaliste finalement. Ouais, très clairement, très clairement. Bienvenue, bienvenue Turbo Tofu. Très bon pseudo une fois de plus. Sur cette chaîne, il n'y a que du bon goût. Fabuleux. Alors, c'est marrant parce que finalement, là, dans ta réponse, tu as parlé des enfants qui voient leurs parents acheter un pain au chocolat en donnant des pièces de monnaie. Tu as parlé du besoin du diplôme qu'on va expliquer à ces enfants comme étant la porte vers un bel emploi et donc de l'argent. Et il y a un troisième exemple qu'on pourrait citer qui est celui de l'argent de poche qu'on va donner aux pré-ados, aux ados. Et ça, alors ça, alors moi je vous le dis hein, pour tout le monde, les amis, vraiment, ça c'est mon avis perso. Mais pour moi, ça c'est le plus gros apport du livre. C'est toute cette partie autour justement de la socialisation économique. Comment est-ce que depuis qu'on est gamin, on s'est construit un peu le capitalisme est rentré en nous petit à petit, quoi, par un certain nombre de phénomènes. Et donc, c'est ce qu'explique Denis dans le livre. Euh, et un de ceux-là, celui qui m'a le plus frappé en tout cas, tellement je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est celui de l'argent de poche. Parce que, bah, en fait, c'est vrai qu'on a tous quasiment eu de l'argent de poche, même si c'était 10 francs, quoi. Alors, moi, ça venait de passer à l'euro. Parce que j'ai encore un peu de jeunesse en moi. Ça venait de passer à l'euro. J'avais quelques euros. Et bah, j'étais en cinquième et en bas de chez moi, il y avait un bar tabac. Et je m'achetais un Kinder Bueno. Et des fois, j'avais pas assez. Des fois, il me manquait 10 centimes. Et je m'en souviens, quoi. Alors que bah, là, j'ai 29 ans et qu'on s'en fout. A priori, il manque 10 centimes pour acheter un Kinder Bueno. Bon, si ça m'arrive demain, je vais pas la retenir plus que ça. Euh, mais bah, quand j'étais gamin, bah, ça m'a marqué parce que j'étais gamin. Et en fait, bah, sans qu'on s'en rende compte, bah, là on est un processus purement capitaliste quoi. Il y a un échange qui se fait. Mince, j'ai pas assez d'argent pour, il me manque quelque chose. Comment est-ce que je vais combler mon besoin, etc. Et je trouve ça super intéressant d'avoir une réflexion sur justement sur l'argent de poche et puis comme on parle depuis tout à l'heure hein, sur euh, petit Denis qui voit papa acheter un pain au chocolat et qui comprend qu'il y a de l'argent en jeu et que c'est un bout de métal mais que ça permet un échange. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette dimension-là quoi. Euh, et tout Oui, ça, ouais, et puis c'est surtout, ce que je trouve intéressant sur l'exemple de l'achat de poche, c'est l'habitude
C'est-à-dire, ça va permettre à la fin Attends, d'accroître la valeur de alors l'argent attends, Denis, et excuse-moi, de justement accroître des choses comme ça. Et Denis, les SAFA le reprennent, le Denis, reçoivent comme quelque chose Denis, excuse-moi, qui est libérateur, qui est un facteur d'autonomie. Ouais, ok. Alors, je te coupe parce qu'en fait, on a raté le début, c'est un peu saccadé. Et du coup, tu as dit, ce que je trouve intéressant avec l'exemple de l'argent de poche, c'est... Et là, on t'a perdu. Est-ce que tu peux recommencer? Alors, ok. Je disais, ce que je trouve intéressant avec l'achat de poche, c'est de l'ambiguïté qu'il y a entre ce que font les parents, qui souvent le justifient ou le font, qui ça, il faut que mon enfant apprenne la valeur de l'argent, et la façon dont les SAFA le reçoivent, qui eux le considèrent plutôt, généralement, hein, comme c'est écrit à les de sociologie sur la question, comme un droit, Ouais, quelque chose auquel ils sont droits et qui va leur donner accès à l'autonomie. D'abord sous forme de popo, plus tard plutôt tu as tes sorties ou tes choses comme ça, tu shopping avec les amis, etc. Et cette habituité entre je te tente de l'achat pour que tu apprennes à faire attention et je le reçois moi parce que c'est ce qui me permet de me faire plaisir, elle est au cœur de la formation du consommateur tel que le consommateur capitaliste ouais, tel qu'on le reçoit aujourd'hui. Un individu qui est à la fois autonome dans ses choix, l'achat lui permet une certaine autonomie, et contraint parce que ses choix, ils sont, à partir d'un certain âge notamment, ils sont contraints par le groupe de pairs, c'est-à-dire on veut de l'achat pour aller au ciné avec les copains, on veut de l'achat pour faire du shopping avec les copains, pour se former à la mode, pour des choses comme ça. Et là se forme déjà le consommateur capitaliste tel qu'on le connaîtra et tel qu'on le sera par la suite. ouais. Euh, Et alors, justement là, puisqu'on parle de la formation, du capitalisme, euh, est-ce que tu peux nous dire tout ça, finalement, si tu arrives à le synthétiser, comme ça après on peut passer à la suite. Du coup, tout ça, ça m'amène à une question finalement. euh, En quoi, alors là c'est une question très académique, hein, et je m'en excuse presque, j'ai pas réussi à la formuler autrement. Mais du coup, en quoi le capitalisme est une construction sociale? Alors, ça m'a aussi intéressé, Talboucha, de parler de cette notion de construction sociale. Elle est généralement très mal comprise, Ouais, parce que lorsqu'on attaque construction sociale, on se dit, un peu, si on nous dit que c'est une construction sociale, c'est que c'est un truc qui n'est pas vrai, ou alors, si c'est une construction sociale, on peut la chercher facilement. Et pour moi, l'intérêt de la construction sociale, de la notion de construction sociale, elle vient d'abord de dire c'est quelque chose qui n'est pas naturel et on pourrait faire autrement. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est simple, mais c'est pas naturel. C'est un produit de l'histoire, c'est une histoire qu'on peut reconstituer. Le capitalisme a une histoire qu'on peut reconstituer, il s'avance à un moment donné et il se reproduit non pas par des processus nécessaires, naturels, n'étaient pas simples, biologiques, évolutionnistes, tu l'en voudras, mais parce que euh, il a existé auparavant. La construction chantier prends cette métaphore-là, celle que je prends à le bouquin, celle que je prends, j'essaie d'expliquer la notion d'une façon générale. Une ville, c'est une construction sociale. Une ville, c'est pas quelque chose de naturel. On peut dire qu'il y a des éléments que oui, si on a construit Paris, on l'a pas construit, c'est parce qu'il y avait un fleuve, que à faute du climat, on ne construira pas exactement les mêmes immeubles, que ça tout construire certaines architectures sous certains climats, c'est pas possible. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'explique pas genre pourquoi Paris ressemble à Paris, pourquoi New York ressemble à New York, pourquoi Casablanca ressemble à Casablanca. Pour le Choprat, il faut se pencher sur l'histoire, il faut se pencher ouais, sur les individus, leurs motivations, etc. Et le capitalisme, c'est pareil. Pourquoi s'est-il mis à place? Pas parce que c'était une nécessité biologique, pas parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de vivre, parce que les humains ont vécu des millénaires d'autres façons, parce qu'à un moment donné, il y a une histoire, il y a des comportements qui s'imposent, il y a des acteurs qui agissent. Et une fois qu'on a construit une ville, elle est contraignante. Si ouais, je veux traverser Paris, je ne peux pas le faire à ligne droite, parce qu'il y a des immeubles entre les deux. ouais, Ou alors, si je voulais le faire, il faudrait que j'utilise une force matérielle équivalente, un bulldozer, et ça va me te mater
une certaine mobilisation, une certaine énergie. Ouais. Capitalisme, c'est pareil. Une fois qu'il est construit, une fois qu'il y a tes institutions, une fois qu'on a construit tes marchés, une fois qu'on a construit tes règles, du droit, qu'on a construit aussi, tu as la tête tes similitudes, tes dispositions, tes façons de penser, d'agir, que l'on a un univers matériel tout autour de nous, des objets, des téléphones, ordinateurs, si l'on voudra, supermarchés, organisation de l'espace, bref, tous ces petits mécanismes en fait, que j'essaye de décrire et qui sont nombreux. Une fois qu'on a tout ça, si on veut changer, si on veut passer à une société non capitaliste, ben, il faudrait un bulldozer. Si on veut le faire d'un seul coup, il faudrait l'équivalent de raser une ville. Et c'est pas facile à faire parce qu'il y a aussi des gens qui habitent dedans et ils vont pas être contents parce qu'ils sont intéressés à y rester. Donc ça s'impose à nous de telle sorte qu'à un moment donné, pourquoi Paris ressemble aujourd'hui, on est quoi? On est le 26 mai. Le 26 mai, pourquoi Paris ressemble le 26 mai à ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'elle était là, parce que Paris était là le 27 mai, parce que Paris était là le 24 mai. Et les petites transformations qu'il va y avoir, elles vont prendre du capitalisme, c'est pareil. Pourquoi nous vivons dans une société capitaliste? Si on veut vraiment la réponse la plus simple, c'est parce que hier, on vivait déjà dans une société capitaliste. Et parce que tous ces processus, non seulement restent qu'il y a des choses vraiment matérielles, et dans la matérialité, il faut compter les dispositions acquises, ce qui est placé dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre esprit, etc. Mais aussi parce que nous le maintenons à un état, de la même façon que l'on entretient, qu'on nettoie, que l'on reconstruit une ville lorsqu'elle s'abîme et des choses comme ça. C'est tout ça qui fait que ça existe. Et donc une construction, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est solide, c'est pas quelque chose qui est simple à transformer du jour au lendemain. C'est pour ça que la notion de construction sociale, certains sociologues la critiquent maintenant, ils préfèrent parler de performativité, de performation, ou tu utilises cet autre terme, qui c'est pas si clair que ça, etc. Et ils sont de bonnes raisons de le faire, je dis pas le contraire. Mais elle a des vertus qui sont au moins pédagogiques, au moins pour comprendre surtout un travail, qui sont extrêmement importantes. Et passer le capitalisme comme une construction sociale, ça fait de pouvoir partir deux choses. D'abord, il aurait pu en être autrement. Si nous vivons dans une société capitaliste aujourd'hui, c'est pas parce que c'était une nécessité. L'histoire aurait pu se dérouler différemment. Elle l'a pas fait, mais elle aurait pu. Et on peut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement, de façon plus intéressante que juste dire ouais, bah, c'est la biologie et c'est pas plus. Et d'autre part, elle a la vertu de nous dire on ne pourra pas changer facilement de société. On ne pourra pas simplement, si demain je me réveille et je me dis c'est bon, j'en ai marre du capitalisme, et c'est très facile de se réveiller, de se dire j'en ai marre du capitalisme, si je me dis ça, c'est pas parce que j'arrête d'y croire que ça disparaît. Voilà, c'est pas la publicité dans un épisode d'Halloween des Simpsons. C'est un peu plus compliqué. Et en regardant comment c'est construit, en regardant quels sont les mécanismes qui le produisent et le reproduisent, on peut peut-être se donner les moyens de se dire à quoi ça ressemblerait une société post-capitaliste, qu'est-ce qu'on accarterait, qu'est-ce qui disparaîtrait, et comment peut-être on pourrait faire. Je n'ai pas la solution, je ne peux pas la voir. Pas écrit. Je serais très mauvais comme politique et encore plus comme révolutionnaire. Donc, je ne sais pas s'il faut quitter le capitalisme. Enfin, j'ai mon avis sur la question, mais honnêtement, qui s'intéresse que je peux rajouter là-dessus. Par contre, essayer de dire voilà comment ça fonctionne et ça aidera peut-être certaines personnes à se dire ben, qu'est-ce que moi j'aimerais faire et comment est-ce qu'on pourrait collectivement mettre ça en question, le politiser et y réfléchir et peut-être le transformer d'un sens ou d'un autre. Ouais, je vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah ouais, oui, j'ai envie de dire, chacun a son rôle à jouer là-dedans, en fait. Dans le processus de déconstruction ou de destruction, selon les gens. Tout le monde a sa carte à jouer. Et à défaut d'être un grand révolutionnaire, bah, au moins, effectivement, tu auras pu apporter quelques pistes à des gens. Alors, attends, là, je reprends le chat en main. On a Turbo Tofu qui dit qu'il est en train de s'auto-spoiler. Bah, j'ai envie de dire désolé, pas désolé, hein. On n'a pas fini en plus, hein, on n'a pas fini, hein. Là, on a fini les 3 premiers chapitres, on passe au 4e et 5e. Donc, il y a encore un certain nombre de choses, et puis promis, je ne révélerai pas le nom de l'assassin aujourd'hui. ah, alors, en plus, c'est ce que j'avais demandé.
C'est ce que j'allais demander. Ok, donc tu m'as devancé. Donc tant pis, j'en profite pour saluer Kuro qui vient de nous rejoindre. Euh, Bonsoir à toi, camarade apolitique. Tiens, c'est un bon petit nom de communauté, ça. Je commence à m'interroger un peu sur le nom de la communauté que je pourrais trouver. Et je dis que les camarades apolitiques, j'aime bien. Tiens. À réfléchir, c'est pas non plus dinguissime. Tiens, alors là, c'est peut-être le moment. Tiens, ah, non, bah, j'allais poser ma question Pascal Pro. Euh, mais il y a Winnie l'ourson qui vient vous sauver, qui dit que le rôle de la monnaie n'est pas très clair pour lui, parce qu'on échangeait déjà avant le capitalisme. Du coup, est-ce que tu te sens à l'aise pour répondre à ça? Et avant de te laisser la parole, je fais un peu de promotion. Tiens, un peu de promo. Attendez, j'enlève mon bouquin Zelda. Super bouquin de cuisine d'ailleurs. C'est ma femme qui me l'a offert. Bouquin de cuisine Zelda est fabuleux. Hop, il s'appelle. Je vous le montre. Attendez, j'ai bien la caméra, je vois pas là. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Economics. Si vous ne le connaissez pas, sachez que ce livre est fabuleux. C'est une BD, en fait, c'est une BD de vulgarisation de l'économie. Donc, histoire, fonctionnement, principe de l'économie, depuis avant le capitalisme, hein. Et ça pourra, du coup, Winnie, te donner des pistes. N'hésite pas parce que c'est chouette. Ça coûte 30 balles, mais c'est chouette. Voilà, ça fait 300 pages et il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger. Sur ce, Denis, je te redonne la parole. On échangeait déjà dans le capitalisme, du coup, la monnaie, c'est quoi? Alors, le rôle de la monnaie, oui, on est cherché déjà avec avant le capitalisme. Et je dirais même, il y avait de la monnaie avant le capitalisme. La monnaie comme facilitatrice des échanges à minima. Ce que permet de faire la monnaie telle que la connaît aujourd'hui, c'est un certain nombre d'opérations capitalistes typiques qui sont les opérations temporelles. Le capitalisme a ce site particulier qu'il a un rapport au temps. Euh, le capitalisme, c'est le futur. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un capitalisme, il faut se représenter un futur qui soit inconnu et plein d'opportunités. Et ça, c'est une rupture très importante. Tu as des façons de se représenter le temps. Une fois de plus, tu as l'histoire. Pendant longtemps, on se représentait le futur comme la continuation d'aujourd'hui, comme la répétition du même. Et on se représente, ou alors on se représentait le futur comme étant comment dire, déjà écrit, déjà déterminé par un plat qui va, etc. À partir toujours je trace l'histoire vraiment, je tracerai 17e siècle, 16e, 17e siècle, on commence à se passer, se représenter le futur comme étant un futur ouvert, comme étant un futur où tout est possible. Et la monnaie va permettre un certain nombre de ces opérations. On peut stocker de la valeur, on peut prêter, on peut prêter, ça veut dire que si on prête de l'argent ou si on a un approche, c'est qu'on doit se représenter le moment futur où on pourra rembourser. Donc la réalisation des projets futurs et des gains qui se trouvent dans le futur, on va pouvoir spéculer, on va pouvoir réaliser des investissements qui vont rentrer des cas plus tard. La monnaie va jouer comme opérateur rentable possible ce type de comportement. Mais une fois de plus, et je suis obligé de dire ça pour un certain nombre de choses, mais ces éléments qu'on se représente comme constitutifs intuitivement du capitalisme, la monnaie, les marchés aussi, ont existé avant le capitalisme. Et à partir du moment où on prend ça à compte, voilà, à la fin du Pucha, je ne trace pas un projet, mais j'essaie de me dire mais à quoi ça ressemblerait une société post-capitaliste. C'est pas forcément une société sans monnaie, c'est pas forcément une société sans marché. C'est une société où la monnaie, le marché pourrait exister, mais serait peut-être cantonné à des relations particulières, à des activités particulières, à des biens, des services particuliers, où il ne serait pas utilisé exactement de la même façon. Et voilà, donc
le rôle de la monnaie, on la place très facilement, spontanément, comme étant au cœur du capitalisme. Ça serait le capitalisme identifié au voteur, quoi. Voilà. T'as ce qu'il y a de plus public, la monnaie comme étant le dieu dollar ou le dieu euro, qui serait au cœur du capitalisme. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Effectivement, je crois que tu as le chat que on évoque le cas tes sumériens qui faisaient tes séchages avec tes calculs. On a retrouvé je sais plus où, mais 3000 ans avant notre ère, des tablettes d'archives qui témoignent d'échanges, de prêts à intérêt, de choses comme ça, qui sont assez anciennes, mais une fois de plus, c'était des activités qui étaient limitées à une caste ou à une classe de marchands qui faisaient ça entre eux et qui ne concernaient pas cette activité, était tout à fait importante, pouvait parfois avoir des conséquences sur les autres, mais ça ne s'étatait pas à la socle de la société comme ça le fait aujourd'hui. La spécificité du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas de n'avoir jamais existé auparavant, c'est de n'avoir jamais été aussi dominant. C'est qu'il est passé des marges des sociétés à leur cœur. C'est cette spécificité-là qu'on a. Ouais, d'accord. Merci pour ta réponse. Par ailleurs, le capitalisme, c'est le futur. Ouais, ça, effectivement, si on le sort du code de chaussade, ça peut me retomber dessus. Ah, mais là, c'est fini, Denis, hein, c'est fini. Hein, tout le monde a pris note. Ah, mais j'ai l'habitude, tu sais, j'ai l'habitude. Ça me retombe dessus, c'est pas grave. Je suis communiste avec le tout autre l'État pour une partie de Twitter et celle libérale pour l'autre. Donc, ça... très bien. J'essaye de ne pas trop tenir compte. Au moins, tu as réussi à te protéger. Alors, là, on a Kuro qui nous sert le troisième thème sur un plateau d'argent. Là, c'est du pain béni sur un plateau d'argent, dirais-je même. Avant d'arriver à l'État, je vais reprendre une question qui a été posée plus tôt et je vais te poser la question Pascal Pro. Donc la question Pascal Pro, c'est soit une question un peu bête, soit une question que j'assume pas trop, soit les deux à la fois, qui me permet de faire ça un peu en mode rigolo, un peu détendre l'atmosphère. Non pas qu'elle soit tendue, et qui permet au moins de souffler 30 secondes. Alors là, il faut que je me mette dans le personnage. Et pour ça, quoi de mieux que de vous mettre mon petit jingle Pascal Pro. Je vous mets le jingle et je pose ma question. C'est insupportable ces arguments. Non mais vraiment, c'est insupportable. Là vous êtes de mauvaise foi. On a l'impression que vous êtes des enfants de 5 ans et demi. Je vous trouve très ridicule et vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de votre pensée. Ok, ça fait plus d'un an que j'utilise, mais ça me fait toujours tant rire. Alors, attendez, maintenant je mets dans le truc du coup. Donc alors, Denis Colombi, merci d'être là. Vous parlez, donc vous avez un nouveau livre que j'ai lu hein, qui s'appelle Pourquoi sommes-nous capitalistes parce qu'apparemment le communisme c'est mieux, hein, nous l'avons vu avec notamment l'URSS. Alors moi j'ai une question parce que finalement donc vous faites tout un livre, donc c'est très beau, c'est très bien écrit, vous êtes un intellectuel, c'est indéniable. Vous expliquez, alors, grosso modo pourquoi le capitalisme c'est pas si bien. Mais alors, attendez Laurent Geoffrin, attendez, j'aimerais poser une question avant. Finalement, moi, ce qui m'énerve, moi je vais être honnête, ce qui m'énerve, ce qui est pour moi une énième preuve de l'hypocrisie du wokisme, c'est que voilà, en fait, vous gagnez de l'argent, Denis Colombi. Vous gagnez de l'argent, donc une mesure purement capitaliste, hein, en écrivant un livre où vous dénoncez le capitalisme. Et ça, c'est insupportable. C'est une hypocrisie sans limite, sans fin, et c'est insupportable, parce que vous cherchez avant tout à gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Denis Colombi? J'inviterai pas, faites-moi un hypocrite, envoyez-moi de l'argent. Hein. Non, comment dire, si on devenait riche en écrivant des livres de sociologie, ça se saurait. Bah, en tout cas, c'est ce que Zemmour fait, hein, apparemment. Je vais mal le prendre. Là, je comprends. Je retire ce que j'ai dit. Ouais, mais sociologie et Zemmour sont deux choses qui ne vont pas ça. Ouais, c'est deux concepts assez éloignés. Ouais. Effectivement pas. Il a essayé un jour de citer Weber, il n'a lu que le titre de Weber et pas le bouquin, et ça se voit.
Juste, il n'y a jamais de journaliste face à lui pour lui dire ah, attends, tu dis un peu tes conneries là. Mais bon. Voilà. Non, mais là où je peux réagir peut-être de façon un peu plus intéressante, c'est que depuis que le livre est sorti, alors j'ai fait quelques interviews avec des journalistes professionnels et autres, et il y a un truc qui est revenu, au moins tu as certaines traits, c'est la question, ouais, effectivement, finalement, est-ce que le communisme, c'est vraiment mieux que le capitalisme? Et t'en parles dans ton livre, hein, d'ailleurs, de ce discours un peu caricatural du la seule solution, on l'a vu, c'est l'URSS, merci bien. Voilà. Et c'est une question qui me semble, moi, totalement intéressante. Que j'ai pas, je sais pas, en fait, si j'ai écrit un livre pour ou contre le capitalisme. Et parce que j'ai essayé de ne pas me poser la question comme ça. Il y a beaucoup de livres qui s'écrivent sur le capitalisme et qui sont, qui sont enfin, qui sont tout à fait intéressants. Ouais. Je cite un certain nombre tel bouquin, mais qui posent d'appeler comme nécessité le dépassement du capitalisme pour aller vers autre chose. Et pourquoi pas, mais c'est pas le point de vue que j'ai essayé de prendre. J'ai essayé de me dire, voilà, on va prendre un point de vue qui est le capitalisme, c'est un truc qui existe. Essayons de le comprendre. Ne nous posons pas la question de est-ce que c'est. Je ne veux pas me mettre à la position de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Je veux comprendre comment ça marche vraiment et pourquoi ça marche. Parce que si on se place vraiment de l'extérieur, c'est vraiment un truc qui est étrange, le capitalisme. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on y adhère? Qu'est-ce qui fait qu'on le suit? Voilà, ça a été ça, c'était ça ma question, mais ça n'a pas été la question, une fois de plus, de savoir est-ce qu'il faut sortir du capitalisme? Je ne sais pas s'il y a des éléments qui peuvent amener à y réfléchir tel bouquin, mais je n'ai pas voulu prendre ce point de vue de il faut le faire à tout prix et voyons comment on va faire et voyons comment on va affaiblir le capitaliste pour en sortir. C'est compliqué parce que on a des bouquins qui vont défendre le capitalisme et qui vont oublier de t'expliquer pourquoi il est fort, pourquoi il est puissant, pourquoi il s'impose. On a des livres qui partent d'un point de vue capitaliste qui font la même erreur finalement, de ne pas se poser la question. Certains bouquins style capitalisme, une fois que c'est écrit, qu'on l'a écrit, c'est tellement horrible que pourquoi on n'a pas déjà fait la révolution, en fait, effectivement. C'est des bouquins qui veulent susciter, peut-être pas une révolution, mais au moins un dépassement. Et moi, mon problème, c'était de me dire, ouais, d'accord, ça pose question parce que c'est pas évident, mais en fait, ça marche quand même. C'est-à-dire, ça pense. Pourquoi? Comment on explique ça? Oui, oui, et en plus, comme tu l'as dit assez souvent, tu le dis dans le livre, mais tu l'avais aussi dit sur Twitter, euh, peut-être que si on peut avoir l'impression, parce que moi c'est l'impression que j'ai eue au début, avant un peu de me raviser, j'avais l'impression qu'il y avait une dimension quand même un peu critique, sous-jacente, tu vois. En filigrane, tu avais une critique du capitalisme. Mais en fait, comme tu le dis, bah ouais, le souci c'est que le capitalisme, il suffit de le décrire pour voir à quel point il peut être ridicule en fait. Il y avait, Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. non, le truc que j'aime bien aimer répéter, c'est que si vous voulez voir un film qui critique le capitalisme, c'est le premier film Lego, La Voiture Lego, c'est Lego Movie, qui est un film où on a le héros est un ouvrier du bâtiment qui va rentrer à lutte contre Lord Business, qui veut retirer la joie et la liberté du monde. Ça s'appelle Lord Business, la métaphore n'est pas subtile. Donc on a une thématique anticapitaliste. C'est le film Lego. C'est une publicité d'1h40. Ouais. Alors ce film me fait beaucoup rire par ailleurs parce qu'il y a Batman dedans, Batman Lego. Mais quand même, c'est une publicité chère qui truc plus capitaliste tu meurs, et pourtant qui se permet d'avoir un sous-texte capitaliste. Et pour moi, c'est représentatif de cette puissance du capitalisme qui peut s'imposer alors que la critique en est tellement facile. Oui, tout à fait. Et en plus, bah, tu vois, c'est marrant parce que l'exemple que tu prends là, moi j'allais te poser une question avec un autre exemple. Finalement, c'est en plus une remarque qu'une question, mais c'est un peu le même phénomène avec Wall-E. Wall-E, le dessin animé, qui,
qui provoque pas le sentiment un peu de dégoût qu'il pourrait provoquer si on se rendait compte, si on garde à l'esprit que c'est une illustration des dérives possibles du capitalisme en fait. Et pourtant, Oui, ouais, et pourtant personne pense à ça, à part nous autres là, à politique de gauche, personne pense à ça en regardant Wall-E en fait. je ne sais pas si personne ne le passe, mais c'est peut-être pas le plus toura. Et parfois, ça va. Ben, j'ai eu parfois des discussions avec mes élèves sur la possibilité de, de la robotisation totale de l'activité. Et oui, Wall-E revient comme quelque chose qui fait peur, mais c'est pas passé comme une théorie du capitalisme, c'est passé alors, je sais pas, mes élèves sont peut-être pas représentatifs de la société, je sais pas. Mais ils le voyaient plutôt comme, oh là là, c'est la menace de la robotisation des machines, Ouais, pas du capitalisme, des ouais, ouais. machines. Et donc, Ouais. à quelle mesure cette dimension-là est vue dans ce film-là, je sais pas. Mais par ailleurs, c'est un excellent film, je l'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Est-ce que Denis, est-ce que tu as encore un peu d'énergie? Ouais, un peu, peut-être un quart d'heure encore. Allez, Si... ok, encore un quart d'heure. Ouais. Parce que justement, donc Kuro nous a amené sur le dernier thème, qui de toute façon n'est pas le plus long. Je dois bien avouer que c'est pas celui qui m'a le plus marqué dans le livre. C'est toute la partie autour de l'État. Euh, Parce que du coup, donc tu dis que le monde est un marché, mais pas que. Pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a un troisième acteur là-dedans, comme disait Kuro, c'est l'État. Euh, le capitalisme a besoin, enfin, pas a besoin, mais plutôt est régulé par l'État. On se tourne vers l'État pour réguler le capitalisme. Avec l'exemple, par exemple, on parle beaucoup des GAFAM en ce moment, et on voit Bruno Le Maire qui est là, oui, il faut réguler les GAFAM et tout, tout. Et on voit que l'État a une position un peu de décideur là-dedans. Et, et moi, ça m'a rappelé un autre exemple qui m'a beaucoup fait rire. C'était une interview de Ségolène Royal chez Bourdin. Jusque-là, c'est un peu camoulox. Je vous l'accorde. Euh, et donc, Ségolène Royal disait, attention, parce que là, on est sur un truc un peu lunaire, qui est dans mon générique, mais c'est vrai que là, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc tant pis. Ségolène Royal qui dit, est-ce que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies pendant le confinement? Pendant le confinement. Et en fait, à la fois, cette phrase est d'une bêtise abyssale, mais à la fois, je trouve qu'elle est aussi révélatrice du pouvoir qu'on donne à l'État sur les activités économiques, en fait. Oui, ben comment dire, l'État et ça toute l'autre institution du capitalisme. Je parle du rôle du marché, évidemment, c'est très important à parler, mais euh, l'État est l'autre institution du capitalisme. Il y en a d'autres, on pourra faire d'autres, mais celle-là est particulièrement importante. La grande institution, on a cette représentation, une fois de plus, simpliste. Il y a plus, si on se tourne vers n'importe quel travaux de sciences sociales, on sait qu'il y a des forces, qu'il y a une opposition entre marché et État, que l'État serait presque le contraire du marché. Je pense qu'il n'y a pas une personne chez les sociologues, les économistes, les anthropologues, les politistes qui peut prendre ça sérieusement. C'est les libertariens qui font ça au mieux. Et bon, je crois qu'il est clair que je ne les porte pas tellement au cœur. Parce que leurs propositions ne sont pas convaincantes. Hein. Tout simplement, on ne peut pas expliquer à permanence que le capitalisme est naturel et qu'il s'impose par lui-même. Et puis expliquer également à permanence qu'il n'est jamais... rien n'est jamais capitaliste. Parce que, bref, leur truc est contradictoire à leur cœur. Mais bon, n'est pas... Là, ça tout n'est pas la question. Mais l'État occupe une place tout à fait importante dans le capitalisme. Le capitalisme, finalement, mais c'est le deuxième bouquin que je lu un peu comme ça, et peut-être que j'espère que j'arriverai à raconter d'autres trucs si j'en écris d'autres. Le capitalisme, c'est du politique, c'est une organisation politique à la tour. Alors, c'est pas les institutions politiques, on pourrait se demander si la démocratie, l'autoritarisme, etc. sont plus ou moins favorables au capitalisme. Mais s'il n'y a pas des décisions politiques qui organisent s'il n'y a pas des règles communes qui organisent le capitalisme, si les marchés ne sont pas créés, si les marchés ne sont pas organisés d'une certaine façon, il n'y aurait pas le même capitalisme.
Et de fait, ce qu'on appelle le néolibéralisme, alors avec tous les problèmes que pose cette notion, pour tout le monde n'est pas d'accord sur comment la définir, mais en gros, le libéralisme classique considérait que l'État, effectivement, devait faire le minimum et laisser le marché réguler le plus trop. Le néolibéralisme va considérer plutôt que l'État doit organiser les règles qui permettent au marché de fonctionner. C'est vraiment acquis comme ça par des gens comme Hayek et les centres passeurs du néolibéralisme. Et de fait, c'est vraiment une passée d'État, le néolibéralisme. C'est-à-dire c'est une passée de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de conseillers du prince qui vont essayer de fonctionnaires internationaux, de fonctionnaires des institutions internationales comme politique, des NARC en France et à Ville et aux États-Unis, qui vont essayer de dire il faut créer des marchés, il faut créer des outils et il faut organiser la société comme ça. Et lorsqu'on regarde ce qui est mis en place aujourd'hui par les États, c'est souvent une régulation au travers du marché, par le marché, pour le marché aussi, mais par le marché, au travers de la définition de règles qui permettent à des marchés de fonctionner. Et c'est l'État qui a été au cœur de cette diffusion et de cette augmentation de la place des marchés, comme aussi un moyen d'agir sur les individus. On agit, ce qu'on appelle le gouvernement aujourd'hui, l'État pour agir sur le comportement des individus. C'est ce que ça a toujours fait. C'est ce que toujours fait les États, c'est d'agir sur la façon dont on le comporte. On s'intéresse de plus en plus à s'adresser à des consommateurs sur des marchés qu'il s'agit d'orienter d'une certaine façon. Beaucoup plus comme des citoyens à qui on va imposer des règles ou des interdits. Campagne de prévention autour de la nourriture, de Nutri-Score sur l'alimentation pour lutter contre les problèmes de santé, des choses comme ça. C'est par le marché que ça se fait. Donc, oui, si on veut comprendre la dynamique actuelle du capitalisme, il faut se tourner vers la fonction. Il a toujours fallu regarder ce que faisait l'État, mais peut-être aujourd'hui encore plus qu'auparavant. Ouais, parce qu'en fait, il y a une espèce de mouvement. Tiens, et d'ailleurs, bienvenue à Movisto sur la chaîne. Movisto qui est surpris de voir son prof de SES sur Twitch. Tout arrive. Tout arrive. Ah, Movisto, alors, difficile de deviner qui se cache derrière ce pseudo. Mais c'est ça qui est beau. C'est le moment, Movisto, de dire tout le bien que tu penses, et le bien, j'insiste, de ton prof. Si vous êtes à terminale, vous devriez préparer votre chat oral plutôt que d'être là. Allez, chacun a ses priorités, visiblement. Chacun a ses priorités. Mais du coup, on voit qu'il y a effectivement une espèce de... il y a des allers-retours qui se font entre le capitalisme, les marchés et l'État, en fait. Oui. En fait, il faut passer l'État non pas comme l'avers du capitalisme, mais comme un élément d'une société capitaliste. Et une fois de plus, il y a eu des États avant le capitalisme, et si on imagine une société post-capitaliste, il y aura peut-être encore des États. Je ne sais pas, on sera peut-être aussi dans une société post-étatique. Mais c'est justement un autre problème. L'État national tel que le connaît aujourd'hui s'est construit à peu près au même moment que le capitalisme, et les deux processus sont à la fois liés à un débattant, et ils sont liés sur certains points à un débattant sur d'autres, il ne faudrait pas simplifier, mais on peut imaginer une société post-capitaliste qui soit post-étatique ou qui soit étatique. Enfin, beaucoup de possibilités existent. Je ne fais pas de prospective, malheureusement, je n'ai pas ma boule de cristal pour savoir à quoi ressemblera la société de demain. En tout cas, j'aimerais bien. Bien sûr, évidemment. Beaucoup de perspectives qu'on peut retrouver dans le chapitre 5 de ton livre. Je tiens à le rappeler parce qu'on est là pour ça. Vu qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. Belle transition. On sent le professionnel. Voilà, donc pourquoi sommes-nous capitalistes? Malgré nous, on était là pour ça ce soir parce qu'on arrive un tout vers la fin. Alors une dernière question, c'est la question improbable du soir qui m'est venue hier matin pendant que je pédalais, je faisais du vélo, j'écoutais de la musique en même temps.
Alors, il y a eu un sujet, là, j'avais une question que j'ai pas eu le temps de poser, c'est pas si grave. Enfin, c'est sur le fait que c'est assez, assez comique comme situation. Faire le ménage chez soi, c'est pas un travail capitaliste et qui fait pas gonfler le PIB, etc. En revanche, appeler une femme de ménage pour faire la même chose, là, on est dans le capitalisme, on est dans le PIB, dans la fructification du PIB, etc. Ça, c'est assez cocasse. Et ma question, elle est là-dessus. Ma question porte là-dessus. Parce que j'écoutais une chanson de Caris et Kalash Criminel. Voilà. Euh, et à un moment, dans leur refrain, ils disent, alors attention, parce que là on passe sur une imitation que je maîtrise moins et que j'assume encore moins. Donc en gros, donc c'est le refrain, c'est la musique de gangsters, de voyous évidemment, ça parle de drogue tout le temps, et le braquage de banque. Et donc la phrase c'est que des produits prohibés, on fait grimper le PIB. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils font effectivement vivre le capitalisme ou pas? Parce que on l'a dit au tout début, en fait c'est une question qui est un peu rigolote mais qui permet aussi de faire le point sur tout ce qu'on a dit. Le capitalisme, il fonctionne aussi parce qu'il y a des règles. Du coup, est-ce que vendre des produits prohibés, ça fait effectivement grimper le PIB ou pas? Est-ce que ça participe à ces activités économiques? Alors, au plat purement statistique, la réponse c'est oui. C'est-à-dire que je suppose produit prohibé, ça doit être la drogue. Ça Ouais, trop m'avacé. Et le commerce de drogue et la prostitution sont aujourd'hui pris à tort par le PIB, par les calculs de l'INSEE. C'est un cadrage européen pour que tous les pays européens, en termes de comptabilité nationale, pour se mettre d'accord. sur tes standards internationaux aussi, pour qu'on puisse faire tes comparaisons internationales. Oui, c'est pris à compte. Alors, c'est pris à compte, je crois que c'est pas facile au plan statistique, mais il faudrait vraiment te mettre là un statisticien, une statisticienne de l'INSEE. Ouais, Surtout, il mesure ça précisément, mais oui, c'est pris à compte. Mais après, voilà, hein, tu disais, faire le ménage soi-même, ça participe pas du capitalisme. Je te dirais, les féministes sont pas d'accord sur cette question. Euh, Il y a au moins certaines féministes, les féministes marxistes, qui vont dire oui, mais les femmes, essentiellement les femmes, et c'est pour ça que les féministes ont d'abord posé la question. Elles font ce travail de ménage, reprisser les chaussettes. Je ouais, dis ça parce que à un moment, le slogan était travailleurs de tout pays qui reprisent tes chaussettes, qui reprisent vos chaussettes. Elles s'assurent les soins au SAFA, etc. Et on peut définir ça comme un travail de reproduction de la force de travail ouais. qui est nécessaire pour fournir de la main-d'œuvre au capitaliste. Et que les capitalistes n'ont pas à payer puisqu'il est fourni à titre gratuit par tes femmes. Donc de ce point de vue-là, on inscrit alors, même si c'est pas pris en compte par le PIB, on inscrit quand même ça dans le Ouais. capitalisme. Après, d'autres féministes éminentes, les féministes matérialistes, sont à dire attention, non, mais c'est pas si simple, parce que, en fait, qui bénéficie de ce travail, c'est pas le capitalisme, c'est les sommes. Et donc, les sommes en tas de troupes sociales. Ouais, Et ouais, donc, ouais. l'ennemi principal, pour reprendre le titre du bouquet clé là-dessus de Christine Delphi, c'est le patriarcat. La classe des sommes, c'est pas le capitalisme. Et c'est tout. Là-dessus, il y a une question, hein, le féminisme et son rapport avec le mouvement anticapitaliste. Est-ce qu'il suffit d'attendre que le capitalisme soit battu pour que le patriarcat disparaisse également, parce qu'au fond, c'est la même chose, ou est-ce qu'il faut lutter contre les deux séparément? Bon, j'ai pas la réponse là-dedans, mais c'est pour dire que c'est pas si simple, cette question-là. Ok, très bien. Mais du coup, je suis content d'avoir posé. J'ai remis une dernière fois dans le chat le lien pour acheter le livre pour acheter ton livre, Denis, Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous? Je l'ai dit au début, je le redis, et je te l'ai dit déjà il y a un moment. Donc on n'est pas seulement là dans la promotion et tout. Je le dis très sincèrement, c'est un super bouquin. Enfin, c'est un super bouquin. Dit comme ça, c'est un peu creux, c'est un peu bateau, donc je vais essayer de définir, enfin de préciser ma pensée. Je trouve que déjà l'évolution, elle est fluide. Au début, je comprenais pas trop, j'avoue. Au début, j'étais là, genre, il y avait l'histoire du capitalisme, et j'étais là, genre, ouais, ok, mais. Oui, oui, on finit en 5 minutes. On finit en 5 minutes. Là, on est sur la fin. Euh, et je me disais, bon, je comprends pas trop où ça va en venir. Et finalement, c'est très logique. Chapitre 1 et 2, histoire du capitalisme et comment ça marche. Chapitre 3, c'est quoi la socialisation? Comment est-ce que dès l'enfance on devient capitaliste? Chapitre 4, l'État. Et chapitre 5, et après, qu'est-ce qui va se passer? En gros, c'est un peu ça, quoi. Et ça marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Écoutez, là, on est à la fin, parce que moi aussi, je fatigue, mine de rien. Euh, Si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est la dernière.
Mais des questions faciles, hein. Des questions genre, est-ce que ça va et qui es-tu finalement? Est-ce que tu es Batman ou pas? Euh, Moi, pour l'instant, Denis, bah écoute, Non, la réponse est simple là-dessus, non. ah bah d'accord, bah écoute, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Heureusement qu'on arrive à la fin parce que tout le monde serait parti. Euh, Écoute, Denis, merci d'avoir été là. Ben, J'espère, merci à toi. j'espère que tu as passé un bon moment. Quand je disais non, je suis pas Batman, hein, c'était ça ce que je disais, c'était pas non, pas de question. Oui, bien C'était non, sûr. je ne suis pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est ça qui me surprend. Autant que je suis un peu Bien compris. désappointé, mais on s'en remettra. J'espère que dans le chat, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire ou de relire ou de vous intéresser de plus ou moins près au livre de Denis Colombi. Si vous avez arrêté le début, il y aura la rediff sur YouTube dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à me suivre et vous serez au courant de ça. Voilà. Passez une bonne fin de soirée tout le monde. Merci à toi. Denis, bonne fin de soirée aussi. Merci Nous, à tous. on se retrouve demain soir. On parle d'inégalité demain soir sur ma chaîne vers 21h. On se mettra une vidéo de Stupid Economics sur les inégalités. Vulgarisation, ça va être cool. Bonne fin de soirée, gros bisous tout le monde. Salut! Merci à tous. Au revoir.